Je n'ai pas envie d'appliquer sur l'enfant une méthode ou une croyance ou une vision de l'éducation. Ce qui m'intéresse, c'est comment nourrir les besoins de l'enfant. Tout le monde remarque que les élèves qui refusent d'apprendre à l'école apprennent plein de choses en dehors de l'école. Pour moi, c'est vraiment une attitude de l'adulte, un regard vis-à-vis de l'enfance qui change. Pour moi, l'école de la vie, c'est l'école des rêves, c'est l'école qui permet de réaliser ses rêves. Bienvenue sur le podcast Innovation en éducation. Je m'appelle Julien Perron, je suis à l'initiative du Festival pour l'école de la vie et du Congrès Innovation en éducation à Paris et à Montpellier. Voilà maintenant plus de 8 ans que je mets beaucoup d'énergie autour de l'éducation, convaincu que tout part de là. À travers ce podcast, vous allez découvrir de nombreux professionnels qui se mobilisent pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, vous allez avoir la chance d'écouter Stéphanie Coussurier. Elle donnait une conférence au Congrès Innovation en éducation que nous organisons. Psychomotricienne et sophrologue de formation, Stéphanie s'est spécialisée dans l'accompagnement de la sphère émotionnelle de ses patients. Autrice de nombreux ouvrages, elle a à cœur d'accompagner la parentalité avec un regard frais, naturel et sincère, afin que chaque enfant se sente compris et respecté. Dans son dernier ouvrage, Mon enfant hérisson, Stéphanie dévoile les clés pour comprendre l'hypersensibilité de l'enfant, exploiter ce potentiel et faire cette particularité un trésor intérieur. Je vous souhaite une belle écoute. Je m'adresse à vous, non pas comme une experte, mais c'est vraiment comme un témoignage. En préparant cette conférence, je me suis rendu compte que je ne voulais pas vous faire un exposé sur l'empathie, mais plutôt vous faire part d'un cheminement, en fait, de mon cheminement, de la place des émotions et donc de l'empathie dans mon activité professionnelle. Je vais donc garder le sujet initial pour la fin. Mon envie de parler de l'empathie aujourd'hui est née lors de grands dîners. J'accompagnais mon mari dans des milieux assez éloignés de mon métier. Et à 2 occasions différentes, après le classique du voisin « Tu fais quoi dans la vie ?», ma réponse étant psychomotricienne et sophrologue, on m'a demandé ce que je faisais avant. La question était sous-entendue « Avant que tu t'intéresses aux autres », j'imagine, je sais pas. La première fois, j'étais presque amusée. La deuxième fois, assez perplexe. J'ai alors eu l'impression qu'il y avait 2 mondes. Celui où l'on fait carrière et celui des bonnes âmes qui sacrifieraient leur progression personnelle peut-être et professionnelle peut-être aussi pour les autres. C'est certainement caricatural et ça ne reflète évidemment pas le fond de la pensée de ces 2 personnes. Néanmoins, cela m'a laissé pleine d'interrogations. Comme s'il était évident que j'avais dû traverser une crise existentielle pour pouvoir m'intéresser aux autres. Comme si s'occuper des autres ne pouvait pas être mon premier choix. Aux yeux de ces 2 personnes, si j'étais à cette table, entourée par toutes ces personnes qui réussissent, j'avais probablement une première vie avec des études ambitieuses. Alors, je faisais quoi avant ? Eh bien, avant, j'avais entre 10 et 18 ans. Je voulais être née. Parce que j'étais passionnée par la lecture du parfum de Sotskin. Je collectionnais les mignonnettes de parfums, des parfums miniatures. Et je pensais qu'un DUT de chimie, c'était ma porte d'entrée vers un monde professionnel qui m'attirait. Néanmoins, comme j'ai du mal à différencier l'odeur de la menthe et celle du basilic, j'ai dû revoir mon ambition professionnelle assez vite. Je ne savais pas que je ferais des émotions le cœur de ma profession, mais j'avais l'espoir que la relation aux autres serait au rendez-vous, quel que soit mon métier. Alors j'ai d'abord pensé à psychiatre, mais mon père m'a soutenu qu'ils étaient tous fous. Alors, pardon à mes collègues psychiatres. Et ensuite j'ai pensé à psychologue, mais mon père m'a soutenu qu'ils passaient leur journée à recevoir des fous. Alors même s'il le disait en plaisantant, cela avait suffi à l'époque à me faire peur. Finalement, j'ai suivi une formation pour acquérir un métier où le corps, la psyché et les émotions sont liés. Je me suis inscrite en école de psychomotricité. On y faisait de la danse africaine, du tai chi chuan, du kinomichi, des percussions, du cirque et de la relaxation.
en plus de l'anatomie, neurophy, neuroanat et compagnie. Ça me paraissait être un bon début dans la vie professionnelle. Je ne pensais pas du tout carrière, je pensais construction de soi. J'y percevais une bonne base qui me laisserait le temps de faire évoluer mon métier ensuite, si j'en avais envie, en fait. Je suis donc devenue psychomotricienne et par la suite sophrologue. Après quelques années en hôpital de jour et dans un centre d'adaptation psychopédagogique, je me suis installée en libéral et j'ai commencé de façon classique à faire beaucoup de rééducation psychomotrice autour de l'écriture, surtout les troubles praxiques, les traitements visio-spatiaux et tout autre trouble psychomoteur. Mais avec une envie constante en moi d'aborder les émotions de mes patients, même en séance de rééducation. Alors progressivement, j'ai accordé de plus en plus de place aux émotions. Avec mes patients, j'ai inventé même une méthode de relaxation avec enveloppement et puis balades sophroniques, comme je les appelle, c'est-à-dire des séances de visualisation. Juliette le reprend et en a parlé hier, et ça, je le mets dans toutes mes relaxations. C'est vraiment pour être bien dans son corps, dans son cœur et dans sa tête. Et au fil du temps, je me suis spécialisée en fait sur le terrain et je suis devenue peu à peu une sorte de docteur des émotions. Aujourd'hui, je propose ainsi à mes patients un espace où les émotions sont prises en compte, quelle que soit la raison de la consultation. Et je donne des outils aux familles pour aborder, accompagner et parfois sublimer les émotions à la maison. C'est à partir de ces expériences d'ailleurs qu'est née ma collection du cabinet des émotions. Comme j'ai été le témoin de changements positifs rapides chez mes patients, j'ai accompagné certains enseignants ou parents sur des exercices faciles à mettre en place en classe et à la maison pour améliorer l'ambiance, les échanges, la mise au travail. Alors, je pense à une petite fille particulièrement qui venait me voir pour des difficultés d'apprentissage et qui était dans un trouble d'opposition très fort, agressive, impulsive. Son cheval de bataille, c'était d'aller chercher mon énervement. Et je la voyais arriver à chaque fois. J'avais un peu le ventre parce que je me demandais ce qu'elle allait faire ce jour-là. Elle était très inventive. Elle cherchait toujours à me surprendre et parfois même à me faire peur. Et elle attendait ma réaction, mais avec délice. Alors chaque séance était pour moi une aventure émotionnelle, car elle savait vraiment me pousser dans mes retranchements. Et il a fallu que je fasse appel à ma créativité, parce que j'étais en difficulté, clairement. Et j'ai trouvé mon salut dans des boîtes à émotions positives et négatives. C'est-à-dire qu'un jour, j'ai vraiment laissé tomber le travail habituel et je lui ai dit, alors on va faire quelque chose aujourd'hui, c'est qu'on va parler des émotions. Et on va prendre 2 boîtes. Alors j'ai toujours au cabinet du carton, des boîtes et toutes sortes de choses pour créer avec les enfants. Et j'ai pris 2 boîtes et je lui ai dit maintenant tu vas me parler de toutes les émotions positives et ce qui te vient en émotions négatives. Et elle a décoré, j'ai décoré avec elle les 2 boîtes. Et je lui ai demandé de faire part, on a fait des petites feuilles et d'écrire des souvenirs d'émotions positives et d'émotions négatives et de les mettre dans les boîtes. Alors après, à chaque début de séance, systématiquement, pendant 10 à 15 minutes, quand elle venait, on s'occupait de ça. C'est-à-dire qu'on faisait 10 à 15 minutes d'émotions. Qu'est-ce qui avait ponctué ta semaine en termes d'émotions ? Et non seulement cette petite fille a totalement changé son comportement en séance, mais aussi à la maison et à l'école. J'ai réalisé qu'en faisant confiance à mon instinct et en lâchant complètement la théorie, les objectifs rééducatifs, en créant un espace d'expression des émotions, j'ai permis à cette petite fille de se libérer d'un poids, d'une gêne qui faisait obstacle à ses apprentissages. Je pense aussi à un jeune garçon qui venait me voir pour une rééducation de l'écriture, avec qui les séances étaient non seulement pénibles, parce que tout ce que je proposais était nul, mais aussi infructueuses, puisque comme j'étais nulle, il ne progressait pas du tout. Et un jour, j'ai arrêté de travailler la régulation du tonus, la maîtrise du geste graphique. Et je lui ai dit que je percevais beaucoup de colère chez lui, mais qu'en fait, ça ne pouvait pas être contre moi, que j'imaginais bien que cette colère, elle était pour quelqu'un d'autre. Et j'ai ouvert l'espace de parole
En fait, ce petit garçon, il a pu me dire qu'en effet, il était très en colère, et était très en colère après son grand frère, qui l'insultait au quotidien, qui le rabaissait. Avec son accord, j'en ai parlé aux parents, je les ai appelés le soir en leur expliquant un peu la situation. Alors les parents étaient tout à fait au courant, mais savaient pas trop quoi faire et savaient pas trop en fait comment aborder les choses. Donc j'ai pas changé la relation avec le grand frère. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir pris en considération ses émotions, ça a complètement changé la donne. Et évidemment, une fois ces émotions abordées et considérées, il n'y a plus de problème d'écriture. Alors, c'était pas de la rééducation de l'écriture, hein. C'est juste d'avoir permis à cet enfant d'ouvrir son cœur et de s'exprimer. Alors, je pense également à un enfant particulièrement sensible et émotif pour qui j'ai créé mon premier texte de ballade sophronique. Il me faisait beaucoup penser à moi quand j'étais petite, parce que moi, quand petite, j'étais considérée comme la chieuse parce que j'étais très émotive. Donc, alors je vais parler pas de moi, mais plutôt de cet enfant. C'est un enfant qui pleurait pour un rien, dont les colères étaient explosives. Moi, en réunion de famille, on parle encore souvent du fait que je me roulais par terre dans la rue et compagnie. Je vais beau avoir 40 ans, c'est toujours la petite étiquette qui me suit tout le temps. Mais il y avait pour cet enfant aussi des accès de joie démesurés selon les parents. Et en fait, les séances de relaxation que j'ai pu faire avec lui, mais surtout les séances de visualisation, les balades sophroniques, ça lui a vraiment appris à canaliser ses émotions, en proposant, comme je proposais à son imaginaire, des solutions d'apaisement. Il s'en est vraiment saisi. Et avec à la clé un enfant qui a paru grandir en maturité en 3 séances. Alors à nouveau, c'est pas que je suis exceptionnelle, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on est allé au cœur du sujet et on a juste travaillé sur l'émotionnel. Des exemples comme cela, j'en ai beaucoup d'autres. D'ailleurs, j'en vois tous les jours, comme la plupart de mes collègues ici ou ailleurs qui travaillent sur les émotions. Alors, pourquoi ne pas offrir cette richesse à tous ? Pourquoi ne pas aborder les émotions à l'école, au quotidien, pour favoriser le bien-être de tous ? Parce qu'en fait, il fallait pas grand-chose à ces enfants pour que leur quotidien, leur ressenti et leur relation aux autres changent et s'apaisent. Au cabinet, alors dans un autre style, je reçois aussi des adultes, alors beaucoup de parents d'enfants qui me demandent, quand j'ai vu les enfants, me demandent si je reçois les adultes. Et je les reçois ensuite. Certains ont des parcours brillants, mais ils explosent en plein vol par manque de bienveillance du milieu professionnel dans lequel ils évoluent. Alors ça peut être patron parfois rigide ou pervers, des collègues qui font semblant de ne rien voir ou qui espèrent qu'un possible départ leur sera profitable. Bon, tous ne sont pas méchants ou malveillants, mais il y a de façon générale peu d'entraide et peu d'accompagnement. On imagine tous ces ambiances de travail. Eh bien, ces patrons, ces collègues, ces personnes qui feront le monde de demain, ce sont nos enfants. Ce sont aussi eux qui vont réellement faire face à un monde très différent de celui que nous connaissons encore, sur fond d'urgence environnementale et ses conséquences sur la société. Ce sont eux aussi qui vont avoir pour devoir de changer les modes de fonctionnement pour poursuivre le rêve d'humanité. On ne va pas se leurrer. Il semblerait logique, sur une planète qui sera bientôt peuplée de 10 milliards d'habitants et dont les ressources sont limitées et fragiles, d'encourager encore plus les projets sociétaux empathiques à des échelles bien plus importantes que celles que nous connaissons, pour véritablement bâtir des sociétés de partage. Et voilà. Je ne sais pas si tout le monde a vu ou entendu le discours d'Emmanuel Faber, le PDG de Danone, aux étudiants d'HEC en 2016. Emmanuel Faber a fait un discours humain où il annonce que l'enjeu de l'économie est la justice sociale et qu'il n'y aura pas de justice climatique s'il n'y a pas de justice sociale. Alors, j'ai pas de fascination particulière pour le monde des grandes entreprises, pas du tout. Mais je trouve intéressant le fait qu'un homme ayant fait carrière en tant que grand dirigeant d'entreprise choisisse en fait de parler d'un thème à un auditoire qui s'attendait pas du tout à ce type de discours. D'ailleurs, il est toujours disponible sur Internet. Je vous conseille de le regarder parce qu'il est vraiment chouette et ça fait du bien. Il termine en disant aux étudiants: vous avez un certain pouvoir entre les mains, qu'allez-vous en faire ?
En fait, quelles que soient nos études, on a tous un pouvoir entre les mains. Le pouvoir, par exemple, d'apporter une nouvelle forme d'éducation à nos enfants, d'enrichir les liens du cœur, de faire grandir les consciences. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Je me souviens de mon professeur principal en 4e qui, pendant les heures de vie de classe, nous passait des reportages sur la misère dans les favelas de Rio, sur les enfants travaillant en usine en Asie, ou encore ceux sans parents aérés en Inde. C'était sa façon à lui d'éveiller nos consciences. Nous avions une rédaction à faire à chaque fois, à la fin, et je me souviens toujours conclure mes rédactions par « Et maintenant que nous avons conscience de cela, que pouvons-nous faire ?» Ces rédactions étaient notées et j'avais une bonne note. Je faisais partie de ceux qui avaient une bonne note parce que visiblement, c'était l'attente, c'était qu'on se réveille un peu. Mais moi, cette bonne note, elle me laissait un goût amer parce que derrière, il n'y avait rien. En fait, on n'en faisait rien. Bon, c'était certes intéressant d'éveiller nos consciences d'enfants privilégiés, mais je restais vraiment perplexe car il n'y avait pas de suite. Je me souviens néanmoins, il a éveillé nos consciences, donc c'était chouette, quoi. Je me souviens aussi de ma professeure de sciences naturelles en terminale scientifique, qui, lors d'un cours sur la génétique, nous a fait prendre conscience de la difficulté de ces maladies, de cette loterie qui nécessite un combat au quotidien, qui réaxe toutes les priorités pour la famille. Nous avions alors 4 ans de plus qu'en 4e, et cette fois la classe s'est fédérée autour de l'envie de se mobiliser. Nous sommes allés faire un exposé par binôme dans toutes les classes du lycée pour exposer ce que c'était que les maladies génétiques, et notamment c'était la myopathie de Duchenne. Et nous avons lancé une collecte pour le Téléthon. Alors je ne sais pas si mes camarades de classe ont poursuivi cet élan dans les années qui ont suivi, mais alors moi ça ne m'a jamais lâché. Les enfants, petits et grands, s'emparent de tout ce qu'on leur propose, on le sait bien. Nous voulons un monde meilleur, plus juste, humain, où l'entraide et les relations humaines bienveillantes et constructives priment sur le reste. Offrons-leur. Inscrivons cette ouverture d'esprit à l'autre dans le cycle de leur éducation citoyenne quotidienne, à l'école et à la maison. C'est en montrant ma propre empathie, en considérant les émotions, c'est en montrant notre propre empathie et en considérant les émotions que nous éveillerons la leur. J'imagine que chacun a en tête, et d'ailleurs dans le cœur aussi, un souvenir marqué d'un professeur particulier dans son parcours scolaire, qui aura su faire preuve d'empathie et qui aura enseigné différemment. Alors ça ne fait pas forcément partie des super professeurs et les autres les moins bons professeurs comme hier, comme c'est Isabelle Pelou, je crois, qui nous expliquait ça. Mais juste un professeur qui fait son job, mais avec le cœur. Alors ce professeur, en fait, nous faisant aimer ou découvrir parfois une matière négligée jusque-là, où nous ouvrons de nouveaux horizons. Alors c'est d'autant plus le moment aujourd'hui qui est vraiment une nouvelle vague éducative depuis quelques années là en France, celle où les émotions sont vraiment écoutées et considérées, celle où les pleurs et les crises sont accueillies plutôt que réprimées. Il n'y a qu'à nous voir tous réunis là, ou alors l'engouement des parents pour les méthodes de relaxation, l'engouement aussi des chercheurs en neurosciences sur les mécanismes, sur l'empathie, ou encore même sur l'effet des traumatismes, sur le développement cognitif. Mais nous n'en sommes que début. Depuis la rentrée scolaire de 2015, on peut lire donc dans les programmes de l'école maternelle ou dans les programmes scolaires concernant l'enseignement moral et civique. Et il me semble, d'après ce que j'ai vu hier aussi, sport et dans les arts, je crois, c'est écrit qu'il y a vraiment cette ouverture aux compétences émotionnelles. Néanmoins, sur mes 4 enfants, j'ai 2 garçons et 2 belles filles qui ont 8, 10, 13 et 14 et qui nous ont fait découvrir 5 établissements différents, donc 5 possibilités de voir ce programme appliqué. Je n'ai pas encore vu ou entendu parler, ne serait-ce que d'un exercice qui les fait vraiment réfléchir sur les émotions et leur relation aux autres. C'est dire que nous avons encore un gros travail à faire en ce sens. Ça existe, mais c'est encore confidentiel parfois.
Je rencontre aussi souvent des enseignants qui me disent nombreux ne pas forcément avoir le temps ou même les moyens, enfin surtout les moyens pour pouvoir aborder en fait toutes ces questions. Donc pour que mes enfants prennent conscience de l'importance d'une relation bienveillante, je vais essayer de plus dire bienveillante maintenant que j'ai écouté André, et de la possibilité d'apporter sa pierre à l'édifice d'un monde meilleur, c'est pour l'instant à la maison que mon mari et moi œuvrons au quotidien. Bon, c'est normal, hein, c'est notre rôle, mais tous les parents n'ont pas cette possibilité. Donc en rédigeant un opus du cabinet des émotions, ma petite collection, sur le harcèlement au collège, qui n'est pas encore sorti, j'en ai profité pour avoir une grande discussion avec mes grands sur le sujet. Et je leur ai fait lire aussi des témoignages de personnes harcelées. En participant l'année dernière à un raid sportif sous les couleurs de l'association L'Étoile de Martin, qui soutient la recherche sur les cancers de l'enfant, j'ai fait participer mes enfants à l'organisation de 2 tombolas pour récolter des fonds. Tout comme nous essayons à notre niveau de mettre l'accent sur le respect de la planète et les avons emmenés faire les marches pour le climat. Bref, c'est ma formation et mes centres d'intérêt, mon mari y contribue vraiment beaucoup aussi, qui permettent à mes enfants de grandir un peu plus en conscience. J'imagine bien que chacun le fait à son échelle, hein, à la maison, surtout vous tous. Mais si on se disait que cela pourrait vraiment se transformer en projet éducatif scolaire au même titre que les apprentissages fondamentaux. Si ces expériences, ces projets, ces prises de conscience se faisaient chaque année au cours des journées d'école, qu'on adapterait en fonction de l'âge de chacun. Parce que si nos enfants se mobilisaient ensemble pour construire un monde véritablement humain, conscient et bienveillant, il faut que je trouve un autre mot. Conscient. Imaginez que tous les étudiants d'HEC diplômés de 2016, ayant écouté le discours d'Emmanuel Faber, s'orientent vers des carrières où la justice sociale et écologique prône. Imaginez qu'en plus de ce discours, ils aient pu recevoir une éducation où l'empathie et les émotions font partie du socle commun. Je ne sais pas vous, mais moi, cette perspective, j'ai vraiment un espoir qui crépite. Voilà, et maintenant, passons au cœur du sujet de l'empathie. Donc, tout le monde sait ce qu'est l'empathie. Juste pour dire, c'est la faculté donc de se mettre à la place de l'autre et d'éprouver ses émotions sans chercher à s'identifier à lui. Il n'y a d'ailleurs pas besoin de sympathie à l'égard de l'autre. C'est donc comprendre les émotions d'une personne, mais en gardant une certaine distance pour pas s'identifier, en fait, pas se laisser embarquer par les émotions de l'autre. Cette capacité qui est innée grâce à l'aspect neurobiologique des neurones miroirs, elle est également propre à chacun de par les aspects cognitifs et ceux liés à notre personnalité. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que l'empathie se cultive. Vous avez peut-être entendu parler un peu tout à l'heure qu'au Danemark, les cours d'empathie sont obligatoires dans les écoles depuis 1993 pour les enfants de 6 à 16 ans. C'est pour l'instant le seul pays au monde où les écoles enseignent véritablement l'empathie. C'est aussi le premier pays dans le classement mondial du bonheur. Bon, raccourci, mais en tout cas, ça ouvre la réflexion sur le sujet. Alors après, il y a un peu plus près de nous, à Trappes, dans les Yvelines, il y a une institutrice. D'ailleurs, je me suis demandé si elle n'était pas là. Ouais. Une institutrice qui a fait de l'empathie une règle. Et les résultats scolaires sont spectaculaires. Depuis 5 ans à peu près, cette institutrice d'une classe primaire classée en ZEP axe sa pédagogie sur l'empathie. Et les résultats sont édifiants. Elle s'est alors rendue compte que la parole annule le passage à l'acte. Les enfants sont devenus plus calmes, plus solidaires, plus concentrés et autonomes. Le taux d'incivilité a chuté. L'ambiance dans la classe s'est transformée, laissant une belle place à la qualité de l'enseignement. C'est d'ailleurs aussi ce qu'expose Céline Alvarez dans son livre « Les lois naturelles de l'enfant ». Elle nous fait part de son expérience où, à travers la pédagogie Montessori et des échanges empathiques, la disposition des enfants a totalement changé, tant dans leur capacité d'apprentissage
que dans leur qualité relationnelle. Donc l'empathie, pour moi, peut vraiment constituer un guide qui nous aide à nous positionner et à faire des choix. Ça peut vraiment devenir une forme d'éthique. C'est cela, en fait, que j'aimerais pour mes enfants. J'aimerais que mes enfants agissent en conscience en faisant des choix engagés et responsables. D'ailleurs, lorsqu'une jeune adolescente suédoise s'interroge sur l'avenir de la planète au point de laisser tomber l'école et faire grève devant le Parlement, j'entends un choix et des convictions qui parlent d'émotion. Et ça ne fait que renforcer ma conviction qu'il est temps que l'éducation change et évolue, s'adapte. C'est à nous de proposer une réflexion de fond sur la relation aux autres pour que nos enfants construisent un avenir où le respect de soi, de l'autre et de l'écologie prôneront. Il ne s'agit pas de faire de nos vies un monde de bisounours, mais plutôt de donner à nos enfants les bons outils pour agir avec humanité et responsabilité. Je vais citer Serge Tisseron. Quelle que soit la barbarie des situations auxquelles un homme peut être confronté, il lui est toujours possible d'y réagir de façon humaine. Voilà le message qu'il nous faut transmettre. Je vais vous parler des outils que j'utilise et que je propose au cabinet et que je partage en fait avec les enseignants et avec les parents pour permettre en fait à l'empathie de grandir au quotidien dans le cœur de nos enfants. Déjà, il faut qu'ils aient une grande connaissance des différentes émotions. Car pour comprendre et accueillir avec bienveillance les émotions de l'autre, il faut savoir les distinguer. Alors, il y a plein de livres qui pullulent sur le sujet en ce moment, et il y en a vraiment des super. Moi, ce que je propose surtout, déjà, c'est de créer la météo du cœur. Cette météo du cœur, c'est créer avec les enfants des panneaux où les émotions principales et les ressentis sont liés. Moi, j'ai fait 4 grands tableaux avec les 4 grandes émotions, joie, tristesse, peur, colère. Mais évidemment, chacun fait comme il veut. Le but, c'est de faire parler les enfants pour qu'ils puissent associer à une émotion principale plein d'autres émotions qui sont liées pour eux. Et puis surtout, de leur faire donner une définition et de s'assurer que les définitions sont justes. Et après, s'assurer avec les enfants que chaque émotion ou ressenti sont bien connus. Alors, ce qui est pas mal, quand on arrive, alors je parle d'une classe, même si je suis pas enseignante, mais moi je le fais parfois en séance, parce que j'ai mes panneaux au cabinet, c'est de faire cette météo du cœur. C'est demander aux enfants de venir mettre avec leurs photos quand on commence le matin et qu'on fait l'éphéméride, la date. Souvent, d'ailleurs, on fait la météo extérieure et c'est bien aussi de faire la météo intérieure. Et donc, chaque personne, chaque enfant, mais l'enseignant aussi, met sa petite photo avec la pâte à fixe, sur les panneaux, là où il se sent aujourd'hui. Quelle est sa météo du cœur, sachant que, évidemment, ça évolue dans la journée et qu'on peut venir reprendre sa photo pour passer de telle émotion à telle émotion. Et ça permet le matin de se dire, tiens, Suzy, elle est triste aujourd'hui. Et d'être peut-être un peu plus empathique avec elle et de se demander pourquoi elle est triste. Et peut-être d'aller la voir à la récréation pour discuter avec elle. Peut-être de l'aider si on sent qu'elle est en difficulté en classe. Ça ouvre un petit peu les horizons, ça ouvre la compréhension de l'autre et ça donne envie aussi de s'adapter par rapport aux émotions des autres, tout simplement. Ensuite, il y a d'autres jeux, activités qui sont liés en fait à ces panneaux de météo émotionnelle. Ce que je fais aussi, c'est le bol des émotions. Donc là, c'est vraiment pour exprimer ou libérer des souvenirs. Donc il y a un bol. Et donc dans le bol, j'ai repris tous les mots des différentes émotions. Parfois, j'ajoute aussi ce que les enfants me proposent et s'il n'y a pas forcément sur les panneaux. Et ensuite, je demande à l'enfant de piocher un papier émotion et de partager un souvenir en fonction de l'émotion tirée. Et là, on découvre plein de choses. Alors, je tiens à vous dire que je le fais aussi systématiquement parce que pour les enfants, c'est important qu'il y ait un échange, qu'il y ait un partage. Et que les émotions, c'est pas que pour les enfants. Les émotions, les adultes aussi les ressentent. Mais les partagent un peu moins. Et c'est bien de remettre un peu ça à plat, on va dire.
Et en classe, ça pourrait être, par exemple, avoir ce bol. Et puis, on ne peut pas faire venir tous les enfants, certes, mais se dire que tous les jours, il y a 3 ou 5 enfants qui viennent piocher et qui viennent partager un souvenir en fonction de l'émotion tirée. Alors, parfois, vous verrez, c'est difficile parce qu'il y a des émotions qui nous parlent moins, où on n'a pas envie. Alors, moi, je laisse la possibilité à l'enfant de changer. Ou alors, je lui dis, soit tu changes, soit tu inventes une situation qui pourrait t'arriver. Et il y en a plein. En fait, au début, je m'étais dit que les enfants allaient changer, mais il y en a plein qui inventent des situations. Voilà, avec toujours, parce que comme on exprime des émotions, on libère des souvenirs, c'est important d'expliquer qu'on ne cherche pas à reporter la faute sur quelqu'un, qu'on partage uniquement ce que l'on a ressenti. Ensuite, il y a un autre jeu qui est sympa, qui vous demande un peu plus de réflexion, c'est le quiz des émotions. Alors là, je vais vous demander de vous transformer en Julien Lepers et de faire fonctionner vos méninges pour créer un grand question pour une émotion. Alors, je ne vais pas le faire là, je vais faire 4 questions. Je suis une émotion cachée. 4 points. Non. Je suis une émotion liée à un manque de confiance en soi. Non. 3 points. Une émotion que je ressens lorsque je n'ose pas répondre. Voilà, 2 points. Vous êtes tous 2 points. Il y a eu des 3 points. Et sinon, je termine par une émotion qui rend mes joues rouges et qui m'empêche parfois de parler. 1 point. Après, un autre, je vous en ai parlé tout à l'heure, un autre exercice, un autre jeu. C'est les fameuses boîtes à émotions. Alors ça marche, mais du feu de Dieu. Vraiment, je vous le conseille. Cette fameuse boîte à émotions positives et boîte à émotions négatives, allez-y, quoi. Gardez toutes les boîtes à chaussures que vous avez parce que c'est une mine. Surtout, pour que les enfants investissent vraiment ces boîtes, il faut qu'ils les décorent. Donc, il faut écrire, dessiner, mais pas que. Vous aussi. Allez-y. Et d'ailleurs, c'est pas seulement réservé aux enfants. Vous aussi, quand ça va pas, quand vous êtes en colère, quand vous vous sentez triste, prenez une feuille, dessinez, écrivez une lettre, ce que vous voulez, et vous le mettez dans les boîtes. Parce que quand les enfants vont voir que vous aussi vous le faites, déjà ils vont prendre ces boîtes avec un autre degré d'attention, on va dire, et un investissement tout autre. Ah oui, pensez également à choisir le sort qui sera réservé à ces boîtes. Parce qu'on peut se dire qu'à la fin du mois, par exemple, on vide ses émotions à la poubelle. Ou alors, on peut aussi se dire que les émotions positives, on vide la boîte pour laisser de la place, mais on vient les accrocher sur un panneau, par exemple, en classe. Et puis, à la fin de l'année, on a le panneau de toutes les émotions positives de l'année pour tous les enfants. Donc ça, c'est assez chouette. Ce qui est important, c'est de le décider au moment où on crée les boîtes. C'est de savoir quel destin on va leur donner à ces boîtes. Et puis, il suffit de demander aux enfants. Ils ont plein d'idées. Il y en a plein qui veulent brûler les émotions négatives. Je vous le déconseille. Voilà. Et ensuite, évidemment, pour être empathique, il faut comprendre ce que ressent l'autre. Et alors là, moi, ce que je trouve absolument génial, et évidemment, ça ne vient pas de moi, c'est l'exposer. Chacun est différent, tout le monde le sait. Plus il y a une multitude de différences dans un groupe, moins on le remarque. Par contre, ces mêmes différences, elles peuvent être vécues tout à fait différemment dans un groupe à peu près homogène. Et les enfants qui se retrouvent dans la minorité peuvent évidemment en souffrir. Donc, afin que la différence de chacun soit accueillie, j'avais remis avec bienveillance. Je sais pas. Avec respect, merci. Avec respect. Et ne soit justement pas source de maltraitance, le sujet pourrait être abordé en classe. Donc chacun pourrait faire l'exposé de son choix, se dire que cette année, chacun fait un exposé. D'ailleurs, tous les ans, chacun fait un exposé sur, par exemple, une particularité d'être, qu'il se sente concerné ou non, seul ou en groupe. Voilà. Moi, je pense à mon ancien petit voisin Hugo. Donc Hugo a fait un exposé à sa classe en CM2 pour expliquer ce qu'était la dyspraxie, trouble dont il souffre. C'est moi qui ai vu en bilan psychomoteur Hugo.
C'est moi qui ai diagnostiqué la dyspraxie et qui ai dû lui expliquer ce que c'était et ce que ça allait engendrer un peu dans sa scolarité, tout ce qu'on pouvait mettre en place aussi. C'est aussi moi qui ai dû en parler à ses parents qui étaient mes voisins, qui sont devenus amis après. Et Hugo, il a fait un truc génial parce que en CM2, il n'avait plus le choix en fait, il était sur ordinateur. Et donc même si bon, c'est on va dire de plus en plus courant et maintenant les ordi arrivent dans les écoles, c'est toujours très particulier parce qu'il y a de l'envie chez les enfants qui n'ont pas l'ordi, qui regardent pourquoi il est en ordinateur. Et puis ça stigmatise évidemment l'enfant à chaque fois. Donc lui, il a décidé de faire comprendre à sa classe pourquoi il n'était pas bon en sport, pourquoi il avait besoin d'un ordinateur en classe, pourquoi il lui était difficile de s'organiser comparé à eux. Non seulement cet exposé a permis à la plupart de ses élèves de connaître un trouble qui passe souvent inaperçu, mais il leur a aussi permis de développer leur empathie face à ce qu'ils vivaient. C'est pas facile en fait de comprendre l'autre quand on ne comprend pas ce qu'il traverse. Grâce à Hugo, il ne fait pas de doute aujourd'hui que chacun des élèves de cette classe est et sera désormais attentif aux camarades dyspraxiques qu'ils rencontreront sur leur chemin. Je passe à un autre jeu. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu des 3 figures de Serge Tisseron. C'est un jeu qui est exceptionnel à mes yeux, qui est vraiment génial. Donc le jeu des 3 figures, c'est une activité théâtrale qui a été créée en 2007 par le psychiatre et docteur en psychologie Serge Tisseron pour développer l'empathie de la maternelle au collège. En fait, il s'agit de construire une histoire à partir d'une image choisie au préalable et de faire jouer des volontaires dans les 3 rôles imaginés. Il y a le rôle de l'agresseur, celui de la victime et celui du tiers, qui sera témoin, redresseur de tort, sauveteur. Enfin, chacun ayant 2 ou 3 phrases à dire, pas beaucoup plus, mais chacun doit endosser tous les rôles les uns après les autres. L'histoire peut être aussi évoquée à partir d'une image que les jeunes ont vue à la télévision, etc. Dans ce cas-là, il faut toujours décontextualiser pour garder juste l'idée principale et permettre de construire vraiment l'histoire ensemble. On demande aux enfants de construire l'histoire. Tout le monde participe à cette construction et les volontaires, comme je l'ai dit, jouent l'histoire 3 fois en changeant de rôle à chaque fois. Ce qui invite l'enfant ou le jeune à s'imaginer dans chacune des 3 postures de la situation agressive. Et il apprend en fait à ne pas être en position de victime aussi sans protester. Ce jeu, ça aide ainsi au changement de perspective émotionnelle. Et par là même, ça évite de se positionner toujours dans le même profil identificatoire. Parce que généralement, quand on a un caractère bien affirmé, on s'identifie pas trop à la victime. Et inversement. Donc là, ça permet vraiment aux enfants de passer, on va dire, par les émotions des 3 personnes. Ça permet de développer l'empathie et aussi de chercher plus facilement l'adulte ensuite comme régulateur des conflits. Donc Serge Tisseron explique que ce jeu ne stigmatise aucun enfant et aide à la fois ceux qui se laissent agresser sans protester et ceux qui agressent sans raison. Alors par contre, il ne peut être proposé que par des personnes formées à cette technique. Mais la formation est assez légère et surtout vous êtes très très bien accompagnés. Donc vous trouverez toutes les informations sur son site. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça vraiment assez exceptionnel. Alors voilà, tout ça, c'est ce que je proposerai dans mon école idéale, en maternelle et en primaire. Mais je proposerai évidemment de la relaxation tous les jours, des exercices de respiration, de pleine conscience, tout ce qu'on a vu en fait ce week-end, de visualisation, des postures de yoga, des ateliers MMM à l'école, voilà. Et au collège, je vais pas non plus développer longuement, mais au collège, ce qui me paraît vraiment important pour le vivre à la maison avec 2 collégiens de 4e, c'est le pourquoi et le comment des émotions à l'adolescence. Pour vraiment que les jeunes comprennent le contexte biologique et neurodéveloppemental en fait. Pourquoi le bouleversement hormonal chahute les émotions. Pourquoi aussi le jeune a besoin de mettre sa famille à distance à un certain moment. J'ai ma belle-fille qui, à un moment, était désemparée en me disant, c'était il y a 1 mois, en me disant, mais je comprends pas, dans la même journée,
Je suis malheureuse comme les pierres, je pleure et après je suis complètement euphorique, je trouve que la vie est belle. Bon ben voilà, je lui ai expliqué que c'était normal et je pense que ça serait bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse leur expliquer à tous que ben c'est normal, ce qu'ils traversent c'est compliqué quoi. Voilà, il y aurait aussi évidemment encore plus de prévention sur le harcèlement. Il y en a, hein. Il y a des antennes de police qui interviennent dans les collèges par rapport au harcèlement et c'est vraiment bien fait. Mais moi, j'aimerais qu'il y ait une étape encore au-dessus avec la responsabilité de chacun. Alors, il y a les réseaux sociaux, ça c'est sûr, mais aussi la responsabilité des formes de participation passive dans le harcèlement. Parce que ça, on n'en parle pas encore beaucoup. Je parle de ceux qui voient, mais qui disent rien de peur d'être exclus du groupe. Ça, c'est le quotidien. Et puis, il y a ceux aussi qui rient sous cap. Mais en tout cas, mettre vraiment la responsabilité à plat devant le groupe pour que chacun comprenne et s'appuie sur l'empathie pour sortir de ces situations. Et au lycée, évidemment, ça me paraît important que chacun puisse réfléchir et mettre en place un projet humanitaire sur 2 ans. En tout cas, dans mon école idéale, ça serait comme ça. Parce que souvent, ces jeunes, ils ont ces envies. Ça bouillonne d'envie de faire des choses. Sauf que pour l'instant, c'est beaucoup, on va dire, focalisé sur les notes et puis les examens. Mais on peut aussi complètement dévier ça et faire porter des projets qui vont d'ailleurs mêler, pourquoi pas, du français, de la géographie, de l'économie. Il y a plein de matières qui pourraient entrer dans ces projets, qui permettraient en fait d'apprendre ces matières avec enthousiasme et de porter un projet, j'allais redire bienveillant, respectueux de l'autre et de l'environnement. Et évidemment, une réflexion sur les relations et les émotions dans le monde du travail. Je pense que apporter ça à nos lycéens, ça serait pas mal. Ma petite conclusion, ça serait c'est à nous de créer en fait ce fil rose de l'empathie, génératrice d'actions humaines, constructives, d'un monde qui accueille, qui éduque, qui accompagne, qui favorise la relation et l'entraide, qui préserve notre planète et qui se soucie de ses actions. Petite, je pensais que chacun de nous avait une mission, celle d'accomplir quelque chose de beau. J'ai encore un souvenir précis d'une discussion en primaire avec ma copine Catherine, où je lui expliquais mon point de vue. Et en fait, quand je nous vois tous comme ça, aujourd'hui, j'en suis intimement convaincue. Merci beaucoup pour votre écoute. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les 2 mois partout dans le monde. Un magazine 100% éco-responsable, 80 pages en moyenne, sans publicité. À travers le Festival pour l'école de la vie ou le Congrès Innovation en éducation, nous rencontrons des milliers de professionnels qui proposent des solutions pour les parents, les enfants et les enseignants. Ce magazine se veut être un pont avec le podcast, nos événements et les films que j'ai réalisés. On se retrouve maintenant la semaine prochaine et entre-temps, je vous souhaite une très belle route.